pourquoi est-ce que nous avons souhaité tous que l'équipe d'AZN soit là, donc en mon nom vice-président, mais également aussi tous les adhérents des AEM sont vraiment très contents que vous soyez là. C'est parce qu'on voulait montrer que malgré le contexte géopolitique compliqué, et on a vu ce qui se passe encore aujourd'hui à Solane, là où il y a eu un attentat encore aujourd'hui dans le nord-est au Burkina, malgré la possibilité la pas possibilité de faire des missions, puisqu'il y a le contexte sanitaire aussi, on arrive à travailler, on arrive à vraiment faire un très très beau travail. Et dans ce sens, on voulait montrer qu'on était vraiment présent auprès de vous et on était très content d'avoir votre témoignage. Alors, je parle aussi au nom de l'équipe secteur. Il y a l'équipe en fait Afrique de l'Ouest avec un team en particulier qui s'occupe du Burkina Faso, qui est composé de 4 personnes. Il y a Justine Fénard, il y a Caroline Malaquin, il y a Jacqueline Maréchal et Joël Pellissier. Voilà. Alors, je vais présenter les intervenants du jour. Alors, on a la chance d'avoir 3 personnes de l'équipe de direction d'AZN qui vous se présenteront au fur et à mesure de leur intervention. Ah, il y a Madame Clara Marthe Girard, à l'origine d'AZN avec son époux Henri Girard. Elle nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et on la remercie vivement. Il y a ainsi Monsieur Pascal Sawadogo, j'espère que ça va bien au niveau du son. Il y a Francis Gouelbeogo, et également qui n'interviennent pas, il y a messieurs Edmond Kouamba et Roland Lompo. Et vous êtes présents aujourd'hui et c'est très important que vous soyez là parce que vous avez été vraiment acteurs dans la préparation de cette rencontre. Voilà. Et vraiment, au nom de tous les AEM, hein, il y a Jean-François Joly, tout le monde, enfin, on ne pourrait pas citer tout le monde, ça pourrait être autant, mais vraiment, on vous fait un accueil très, très chaleureux, on est très content de vous avoir. Alors, je crois qu'on va commencer par une petite introduction avant de donner la parole aux 3 intervenants, avec une petite présentation, une petite vidéo, je crois, sur AZN. Grâce à ces photos, on peut voir un petit peu tous les champs d'action, cette approche vraiment globale d'AZN qui est très bien. Alors, il faut savoir que le partenariat avec AZN est ancien, puisqu'il date de 2007. C'est la date de création du secteur. Donc, depuis 2007, on est auprès de vous. Ça fait 15 ans. Donc, c'est un partenariat solide et robuste. Et donc, tout d'abord, on va passer la parole à Pascal Sawadogo, qui est coordinateur de l'ensemble du programme AZN et directeur du programme Santé. Alors, naturellement, comme j'ai dit, on est tous marqués par le contexte, ce contexte sécuritaire, comme on a vu encore aujourd'hui. Je vous ai dit l'attentat qui a eu lieu ce matin, je crois, ou cette nuit. Il y a aussi le problème sanitaire donc avec la Covid. Et donc, naturellement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ce contexte? Et puis, bien sûr, on est dans l'attente de la présentation de vos programmes sous différentes facettes. Voilà, on vous écoute, Pascal. C'est bon au niveau technique, Sabin? Vous nous entendez? Bonjour. Oui, Pascal disait qu'il a un problème de son. Bon, je pense que c'est un problème technique. Malheureusement, on n'est pas ensemble pour que je règle ça pour eux. Je leur ai demandé que ça ne marche pas, ils vont essayer avec le téléphone. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas encore connectés. J'ai vu que ce matin, cette nuit, il y avait eu un attentat dans le nord-est, vraiment à la frontière du Niger, je crois, à Solane. Il y a eu une centaine de morts, je crois que c'est assez compliqué aussi. Et donc, naturellement, on est auprès de vous quand on voit un petit peu ce qui se passe au quotidien, que c'est vraiment difficile. On avait une réunion avec le collectif CHD et en fait, tout le monde s'est dit, malgré ce contexte difficile, l'objectif que l'on a dans toutes les associations qui sont impliquées, c'est de rester présent, vous voyez, malgré le contexte. Et dans ce sens, on est content de pouvoir toujours être actif malgré tous ces freins au travail du quotidien, d'évaluation, de mission, etc. Pascal, c'est bon, vous avez pu avoir du son ou pas? Comme vous voulez, oui, si vous voulez. Peut-être le temps que Pascal se connecte, peut-être commencer à parler.
Oui, oui, on vous entend. Oui, c'est bien. OK. Mais merci. Bonjour et merci pour la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis au mariage d'un ami. Je me suis éloigné un peu du bruit pour pouvoir participer à l'Assemblée générale. Je suis Edmond Wamba, gestionnaire principal de l'association. Comme vous le savez, l'association a été créée depuis 1989. À l'origine, c'était M. Girard qui est arrivé de voyage dans la zone de Guillé. C'est à 60 km de Ouagadougou. Et là-bas, il a été reçu par les populations. Et lui, il avait un rêve d'enfance qu'il voulait réaliser, c'était reverdir le désert. Et c'est ce qui a motivé, en fait, M. Girard de rester au niveau de la zone de Guillé et mettre en place, premièrement, un comité. C'était un comité entre 5 villages qui devait organiser, en fait, les populations et lutter contre les fléaux qui minaient les populations de la localité. C'était entre autres la pénurie d'eau, la famine, les mauvaises récoltes et les terres qui étaient en dégradation. Sur les questions environnementales qui en même temps entraînent d'autres conséquences qui sont notamment la famine et la pauvreté. Donc, il a eu l'idée, il a mobilisé les populations et ils ont mis en place l'association Zolam Naktaba. Ce n'était pas avant de faire la présentation, Pascal s'était mieux préparé que moi. Mais ce que je peux dire, c'est que par la suite, les populations se sont réunies, ils ont commencé à mener des actions de restauration des terres dégradées et ils se sont rendus compte que le problème de population de la zone de Guiers ne se limitait pas seulement à la dégradation des terres, mais il y avait les enfants qui devaient être scolarisés. Donc, par la suite, ils ont dû créer le programme éducation et pour permettre aux enfants de partir à l'école. Et après cela, voilà, il y a eu le programme Petite Enfance parce qu'il y avait des femmes qui avaient beaucoup de difficultés à s'occuper de leurs enfants. Donc, elles ont dû envoyer leurs enfants dans la zone là-bas parce que, voilà, comme on dit chez nous, hein, il y a le blanc qui est là, peut-être qu'il peut nous aider. Donc, c'est ce qui a motivé les femmes à venir avec leurs enfants qui tombaient malades, qui avaient des difficultés, notamment dans la nutrition. Donc, les femmes venaient avec leurs enfants et Madame Girard s'occupait de ses enfants jusqu'à ce que, bon, on a trouvé nécessaire de créer le programme Petite Enfance. En son temps, c'était le CAET simplement. Et après ça, on a dû passer à un autre programme encore. C'était le programme de la santé parce que les populations tombaient malades et il fallait s'occuper de ces populations-là aussi. Donc, on a créé le programme santé. Ça a commencé par un poste de santé primaire où on faisait juste les soins de base pour ces enfants-là. Voilà. Bon, les dates, je pourrais vous les préciser plus tard. C'est parce que oui, moi, je n'ai pas les dates en tête, mais c'est un peu l'ordre comme ça. Dans le plan de présentation que j'avais donné, on avait prévu d'évoquer un peu le contexte sanitaire et sécuritaire. Il faut dire que pour ce qui concerne le contexte sanitaire, bon, c'est comme tout le monde, personne n'a été épargné par la COVID. On n'a pas eu des cas spécifiques au niveau de Guiers, mais les conséquences, on les a vécues parce que Ouagadougou avait été confiné. Ils ont bloqué l'accès à Ouagadougou parce que, voilà, il y avait beaucoup de cas là-bas. Et pour contenir la propagation, on a dû fermer Ouagadougou. Et du coup, il y avait des choses, comme nous, on n'est pas loin de Ouagadougou, il fallait se rendre à Ouaga pour pouvoir accéder à un certain nombre de matériaux pour continuer les travaux. Mais du coup, on était obligé de tout reporter, de tout suspendre parce qu'on ne pouvait pas du fait de la COVID. Pendant un moment, on n'a pas pu accéder à Ouagadougou. Pour ce qui est de la crise sanitaire, bon, il faut dire que nous, à notre niveau, on n'a pas de soucis particuliers avec la situation sécuritaire parce que on continue de travailler comme d'habitude. Voilà, on fait nos activités. Aucune activité n'a été interrompue à cause de la situation sécuritaire. Seulement que les partenaires comme vous, IM par exemple, n'arrivent pas à venir nous rendre visite. Par les visites que nous ne recevons plus, nous continuons nos activités. Jusque-là, on n'a pas vraiment de problème concernant la sécurité. Comment ils se sont mis, comment vous avez pu créer cette dynamique? Voilà, au départ, c'était 5 villages qui se sont associés pour créer le comité. Et on appelait le comité Zolam Naktaba. Voilà, après le comité est devenu association tout simplement.
Et après, ces 5 villages ont évolué. Les villages se sont associés, ils sont venus une fois, 2 fois. Il y a eu même des moments où des villages se sont retirés, mais ils sont revenus encore jusqu'à ce qu'en 2016, le dernier village, le 11e village, voilà, s'associe à l'association. En fait, ce qui a fait que les villages adhèrent à l'association, c'est parce que ils voient les réalisations qui sont faites dans les villages membres, notamment les constructions d'écoles, les constructions de forages, les aménagements de périmètres bocagers. C'est ça, en fait, qui les a motivés à accéder, à adhérer à l'association. Parce que nous, quand tu n'es pas un village membre, bon, tu peux bénéficier d'un périmètre bocager. C'est le cas d'un nouveau village qu'on appelle le village de Benogo. C'est un village qui n'est pas membre de l'association, mais qui bénéficie d'un périmètre bocager. Mais ce n'est pas comme les villages membres. Voilà, la priorité, c'est aux villages membres. Et après, maintenant, bon, si ces mêmes villages acceptent qu'on mène un projet dans un autre village, on peut le faire. Je pense que c'est vraiment les actions qui ont fédéré ces villages-là. Non, les villages ne sont pas loin les uns des autres. On est dans un rayon de 15 km au maximum. Je ne sais pas si Pascal a pu se connecter. Il y avait un petit peu une précision aussi demandée sur la ferme pilote. Vous nous expliquez un petit peu? Oui, et la ferme pilote, c'était vraiment le début des actions de l'association. Quand M. Girard venait, c'était vraiment l'idée de restaurer les terres et tout ça. Donc, la ferme pilote était en son temps la cheville ouvrière de l'association, du comité. Donc, ce qu'il faisait, c'était vraiment restaurer les terres. Il y a eu des exemples de 2 hectares, de 4 hectares de terres aménagées pour voir dans quelle mesure ces terres qui sont dégradées là peuvent devenir des terres utiles à l'agriculture. Aujourd'hui, on a plusieurs sections, notamment la pépinière qui produit plusieurs arbres pour les plantations au niveau des routes, pour les plantations au niveau des périmètres bocagers. On a aussi une équipe qui s'occupe de l'animation. L'animation, c'est ceux-là même qui entretiennent les populations sur les techniques que nous-mêmes, les résultats que nous obtenons, nous allons vers les populations pour discuter avec eux, voir ce qu'ils font déjà et proposer des alternatives pour voir comment on peut améliorer ce qu'ils font déjà. Il y a aussi une école du bocage. L'idée est venue du fait qu'il ne faut pas laisser les jeunes en marge de ce développement-là agricole. Voilà, il faut que les jeunes soient des relais pour demain, pour que l'agriculture et la restauration des terres soient vraiment une effectivité. Donc, nous recrutons des jeunes de 14 à 17 ans à l'école du bocage que nous formons pendant 3 ans. 2 ans sur place et 1 année en stage. Et à la fin de leur année de stage, ils sortent avec une attestation de formation. Et cette attestation de formation leur permet d'intégrer d'autres fermes agricoles ou encore de rejoindre le réseau des fermes pilotes de l'ONG Tervet. Il y a d'autres équipes, notamment l'équipement agricole qui s'occupe de comment utiliser les tracteurs dans les champs, mais c'est vraiment de façon modérée parce qu'on a des terres qui sont très difficiles. Donc, il faut parfois des machines, des tracteurs qui vont essayer de casser la côte terrestre pour permettre à ce qu'on fasse certains aménagements ou l'agriculture. On a aussi l'élevage et cette section élevage-là est chargée de s'occuper des animaux et voir comment ces animaux-là peuvent s'intégrer dans l'agriculture que nous pratiquons en faisant effectivement ce que nous appelons le pâturage rationnel. Aujourd'hui, on est à plus de 600 hectares de terres aménagées. Il y a combien de la population dans les villages? Oui, on estime aujourd'hui à 15 000, je crois. 15 000. Ouais, on estime à 15 000 la population. Bon, le dernier recensement, on n'a pas les chiffres exacts, malheureusement, mais parce que le village de Guier seulement à lui seul est autour de 5 000 habitants. Mais les autres villages sont de taille plus petite. Donc, on estime, selon le recensement, l'avant-dernier recensement, on estime à 15 000 la population des villages membres.